Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Libre Tribune. Nous sommes le mercredi 26 février. Nous sommes à une semaine du début du carême, du mercredi des cendres, que j'espère que la majorité d'entre vous, voire la totalité d'entre vous, euh, vont y participer, bien évidemment. Nous reparlerons peut-être du carême un petit peu plus en détail en début d'émission dans la semaine prochaine. Je suis toujours, comme vous pouvez le voir, accompagné de deux littéraires, accompagné de William, professeur d'histoire-géographie. Bonjour William. Et Bonjour. de Robin, maître de grammaire. Et aujourd'hui, on va vous parler des élections allemandes. Voilà, comme vous le savez, il y a eu les élections au Bundestag. Je prononce très mal, et d'ailleurs, il y a beaucoup de noms qu'on va prononcer très mal ce soir. Prière de nous excuser, nous sommes français, nous ne parlons pas la langue des Schleux. Et donc, bon, alors sans surprise, pour ceux qui ont un petit peu suivi, c'est quand même une catastrophe. Moi, je dirais pas ça, je sais pas vous. C'était évidemment que l'AfD n'allait pas remporter 80% des voix, mais en même temps, voilà, il y a une augmentation significative des voix par rapport aux élections précédentes. Alors, peut-être que là, vous ne comprenez absolument rien à ce que je suis en train de dire, et c'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu plus en détail de ce qui s'est passé. L'Allemagne est un pays fédéral dans lequel il y a donc des élections à l'échelle nationale, c'est-à-dire fédérale, qui permettent d'élire un gouvernement et une assemblée qui dirigent l'ensemble du pays, et des élections à l'échelle plus locale, les élections des Länders, on devrait dire au pluriel, donc pour chaque État. En fait, c'est comme un petit peu des États américains, sauf qu'ils ont moins. Et ça, c'est vrai que moi je trouve ça bien d'exposer ce genre de pays, parce que nous en France, on est dans un système très centralisé dans lequel on a un pouvoir unitaire qui s'occupe de tout. Et oui, c'est vrai que je m'arrête à chaque fois que je vois des ralentissements, mais bon, ça va. On a un État unitaire qui s'occupe C'est de bon. tout, alors que on a une délégation par région, par État, qui se passe dans d'autres pays, comme en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Et très souvent, majoritairement, c'est des pays qui s'en sortent un petit peu mieux, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Donc, l'Allemagne est un de ces États plutôt fédéral dans lequel, là, on a eu dernièrement des élections fédérales, donc des élections, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Comment ça se passe? Ça se passe que par circonscription, en Allemagne, chaque circonscription vote pour des représentants de partis. Et une fois que il faut élire un certain nombre de gens au Bundestag, c'est-à-dire l'Assemblée générale allemande. Et il, il y a en temps normal 598 sièges. Et pour remplir ces sièges, avant les 299 derniers, eh bien, toutes les circonscriptions votent pour un candidat qui est élu et qui finit à l'Assemblée. Ensuite, les 299 autres sièges sont comblés par la, à la proportionnelle des partis qui font plus de 5% des voix. Voilà. Donc c'est un système un petit peu complexe, mais c'est quand même bon à savoir. Et que s'est-il passé dernièrement? Vous savez que dans les actualités, il y a un parti qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle l'AfD, qui représente une droite voulant la réimmigration et proposant évidemment un tas d'autres mesures, notamment la sortie de l'Europe, etc. Et ce parti donc était financé par Elon Musk, ce qui a fait énormément de bruit à l'échelle internationale. On parlait d'ingérence, etc. Et beaucoup de gens voyaient déjà l'AfD être voilà, le parti majoritaire durant ces élections. Or, ça n'a pas été le cas, mais l'AfD a fait un score plus qu'honorable, vu que on disait que l'AfD a rempli 152 sièges, soit une augmentation de 69 sièges par rapport aux 83 obtenus en 2021. Donc une augmentation quand même certaine. Et le parti majoritaire, ça reste quand même le CDU, c'est-à-dire les chrétiens conservateurs, qui sont un parti... euh, alors chrétien, c'est intéressant, on va revenir sur cette notion de chrétien Ni aujourd'hui. chrétien, ni conservateur, ni U. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui se définissent comme chrétiens aujourd'hui ne défendent pas Voilà. forcément les intérêts de la religion chrétienne. Mais donc, c'est officiellement un parti de droite modérée, de droite du centre, bon, qui est pour une augmentation légère, certes, mais une augmentation des impôts,
qui est pour une augmentation légère également, il le précise, légère, du revenu minimum, du SMIC. Bon, moi j'appelle ça un parti de gauche modéré, socialiste, à la rigueur, mais parler de droite modérée, c'est quand même un petit peu ridicule. Bon. Et donc le CDU est majoritaire, mais il y a quelque chose d'intéressant à notifier. Comme vous le savez peut-être, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je parle sous le regard d'un professeur d'histoire géo, l'Allemagne a été divisée en deux, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Ouest qui avait un mode de fonctionnement, une économie qui était influencée par les pensées des vainqueurs, la France, l'Angleterre, les États-Unis, alors que l'Allemagne de l'Est était un pays communiste, influencé par l'URSS. Et donc il y avait 16 Länder, 11 Länder, excusez-moi, il y avait 11 Länder donc, dans l'Allemagne de l'Ouest et 5 dans l'Allemagne de l'Est, donc des régions si vous voulez. À l'exception de Berlin qui est à l'Est mais qui était divisée en deux et où la partie ouest de Berlin appartenait encore à l'Allemagne de l'Ouest, même si c'était compliqué d'y accéder vu que c'était derrière le mur. Et en fait c'est intéressant parce que Mhm. même si ça fait évidemment donc depuis 89, si je dis pas de bêtises, que les deux Allemagnes se sont réunifiées, eh bien, 90, même si la chute du mur c'est 89, ah, effectivement c'est c'est ça. 90 la réunification. Mais Voilà, bon, voilà, dans ces eaux-là, les années 89-90, eh bien, on a vu ça. depuis quand même qu'il y avait des différences sociologiques majeures entre les deux parties, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et ces différences sont confirmées aujourd'hui parce que quand on regarde une carte par circonscription des vainqueurs, eh bien, évidemment, alors, c'est pas représentatif de la majorité ou du non, mais c'est On peut représentatif. voir en fond d'ailleurs, que l'on peut voir en fond d'émission d'ailleurs, hein. Antoine l'a placé là justement pour que nous puissions la regarder et c'est noté. C'est moi Voilà. qui l'ai placé là, Ah, justement. c'est C'est pour toi, ça pardon. qu'Antoine ne le savait Ah, pas. d'accord. J'allais dire, Ah, bah, Antoine ne savait pas qu'il allait commenter ce à quoi je pensais. Et c'est le fond d'accord. d'écran, en effet, de mon Eh ben, direct. merci Robin d'avoir mis cette carte de fond. C'est Très bien. ça, c'est ça. Moi, je suis surpris, mais du coup, voilà, je savais sur quoi rebondir. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a les lenders de droite, et de droite, de l'Est plutôt, je devrais dire, qui ont voté plus à droite, Ouais. qui ont voté Voilà. AfD. Alors, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'on a une industrialisation et un pouvoir économique qui est plus fort à l'Ouest, ce qui, on va dire, renforce le gauchisme, renforce une certaine sécurité. Alors qu'on peut comparer, nous, avec notre échelle de français, l'Allemagne de l'Est, les 5 lenders qui la composent, comme, si vous savez, les régions un peu délaissées de France. Je pense à la Picardie, je pense au Nord, aux régions qui ont eu beaucoup de mal, en fait, avec l'ère du communisme, à rentrer dans le capitalisme, parce que c'était des régions qui étaient délaissées. Et Berlin s'en sort parce que Berlin est quand même la capitale de l'Allemagne. Et puis, bon, bah voilà, Berlin est peuplé d'ultra-urbains, où il y a un pouvoir économique, il se passe énormément de choses. Et on voit une réelle dissension dans le pays. Est-ce que déjà, sur le constat, vous avez peut-être des choses à rajouter, Robin et William, sur cette séparation qu'il y a eu durant les élections, qui est au final la représentation d'une opposition sociologique entre les deux Allemagnes, et puis sur le résultat des élections. Moi, j'aurais bien quelque chose à dire. Très bien. Je pense, Ouais, cher Robin. William. Vas-y, vas-y, Parce vas-y. qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Allemagne à part ça. Mais en fait, d'où le fait d'avoir mis cette carte en fond. Je suis pas d'accord avec l'analyse économique et en même temps, enfin, en fait, je m'intéresse à la carte que tu évoques et que j'ai mise en fond. Et là, je l'ai un peu rétréci pour qu'on voit bien, hein. Je peux encore le rétrécir. Mais j'en tire pas la même explication que toi. Ah, c'est intéressant, justement. Ah bon, je vais la remettre parce que expliquer ça par la pauvreté économique, c'est un peu l'explication finalement de la gauche sur le rejet de l'immigration. C'est une façon infantilisatrice de dire le rejet de l'immigration est dans les régions pauvres parce que les gens sont pauvres et donc ils ont besoin d'un bouc émissaire et donc ils s'en prennent aux immigrés et donc le rejet de l'immigration c'est en fait la conséquence de la pauvreté et donc au final il faut toujours revenir dans le socialisme. Ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'en effet la distinction, et j'avais vu une comparaison il y a déjà un an, la distinction entre l'ex-Allemagne de l'Est et donc l'ex-République fédérale allemande et c'est quoi, RDA et RFA, République démocratique d'Allemagne, c'est ça, quelque chose comme ça, C'est ça, RFA, c'est RDA. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, l'ancienne distinction est absolument intacte dans toutes les données. Quand vous Voilà. regardez Intact, c'est le mot. Intact. exactement.
intact. C'est la même chose. Voilà, on Les retrouve la même chose. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Bon, on va se rejoindre. J'avais pas les autres cartes, mais si vous regardez dans l'Allemagne de l'Est de mémoire, dans l'ex-Allemagne de l'Est, donc RDA, vous avez toutes les usines. Dans la RFA, vous n'en avez quasiment pas, etc., etc. Vous retrouvez à peu près partout. C'est hallucinant de voir à quel point la carte est exactement la même qu'il y a 30 ans. Ce qui prouve d'ailleurs que les effets de l'idéologie sont peut-être plus durables qu'on ne le croirait. Parce que ça veut quand même dire qu'au bout de 30 ans, normalement, on pourrait s'attendre quand même à ce que les terrains, les Länder, je ne sais pas comment on dit, je ne parle pas allemand, les fiefs, les seigneuries, fussent frontaliers, les marches, comme on disait. Donc que les terrains frontaliers puissent passer d'un endroit à l'autre, puisqu'après tout, pourquoi est-ce que à quelques kilomètres d'écart, on va avoir des usines et on passe dans un land ou dans une région différente, et là il n'y a plus d'usines. C'est étonnant alors que c'est le même pays. C'est vrai que c'est fédéral, etc. D'accord, mais c'est impressionnant qu'il n'y ait aucune porosité, qu'il y ait vraiment, qu'il y ait aucune porosité dans ces frontières, que ce soit toujours les mêmes. Eh ben, j'ai ma petite explication, c'est qu'en réalité, on retrouve l'idée essentielle, je pense, qu'il faut développer aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, c'est l'URSE, c'est donc la suite de l'URSS, et que les socialistes ont subverti l'URSS. Et je comparerais ça, moi, à la réaction de l'organisme au virus. En réalité, ceux qui ont connu l'horreur du socialisme sont les moins perméables au socialisme. Et donc, je pense que concrètement, là où l'Union européenne poursuit ce qu'a fait l'URSS, l'ancienne RDA savait ce qu'était l'URSS. Et donc, même s'ils n'ont pas l'analyse d'expliquer ou d'aller jusqu'à prouver ou à démontrer ou à croire ou à penser que l'UE soit l'URSE, en réalité, sur tous les points, voilà, ils y sont aussi. Et ça, on pourra faire la même chose. D'ailleurs, on pourra regarder la position sur l'Union européenne, sur l'immigration, etc., etc. En fait, tous les points de l'espèce d'international socialiste de l'Union européenne, donc immigration plus empire plus étatisme, en fait ça correspond aussi à ces mêmes frontières là. Donc pour abréger simplement, je pense qu'en fait on a la preuve que vivre 80 années, enfin non pas 80 années, non c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc vivre 45 ans en URSS, ça vous vaccine contre le socialisme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que c'est pas du tout une question géographique, puisqu'en effet, Berlin était l'exception dans toute la région de l'Est, Berlin étant partagé, et en plus, on sait très bien que les anciens habitants de la RDA ont fui dans la RFA, donc l'Est. Le brassage des populations a fait. Voilà, le brassage des populations a été fait. Et à la chute du mur, c'était bien connu, comme disait Gaspard Proust en riant, on n'a vu personne courir pour aller en RDA à la chute du mur. Mais gauche n'existe pas. Voilà, c'est ça. Mais en fait, tous les Allemands là, ont cru qu'ils allaient découvrir le libéralisme, tous les Allemands de l'ancienne RDA, en allant dans la RFA. Ils sont peut-être un peu surpris aujourd'hui, mais bon. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, on retrouve le vieux clivage, c'est-à-dire qu'il y a une population qui est vaccinée contre le socialisme, et il y a une population qui est rentrée dans le socialisme qui ne dit pas son nom, qui est l'Allemagne de l'Ouest. Oui, donc tu as tout à fait raison de le préciser, Robin. Après, je laisse sûrement la parole à William si tu as des choses à dire. Mais oui, alors je réponds oui, en effet, sur ce que je disais sur la pauvreté. C'est vrai que j'aurais pu aller un peu plus dans le détail et parler de cette opposition et dans la continuité, en fait, que ces populations ont été vaccinées. Mais c'est vrai que quand je parlais de pauvreté, c'est mon côté peu littéraire. Je détaille pas au bout des choses, mais en fait, ça amène, si vous voulez, un petit peu comme dans le nord de la France ou comme dans la Rust Belt aux États-Unis, ça amène une désindustrialisation qui pousse les gens à voter plus hors système que la majorité. Mais c'est vrai qu'il y a également, on a des gens qui Ce critère, il est très français. Pardon, ce critère, il est très français et il fonctionne d'une certaine manière pour la France. C'est ce qu'on disait en off d'ailleurs, juste avant de commencer cette émission, pour les territoires de l'Est de la France. Donc tu as tout à fait raison en parlant de ce critère. Mais ce critère fonctionne peut-être davantage pour la France que pour l'Allemagne, mais j'y reviendrai justement. Donc je t'en prie. Il y a encore un point sur lequel l'Est de l'Allemagne se différencie du reste, c'est que on a, par le biais des gouvernements, des Länders, des immigrations qui sont plus choisies que d'autres. On a dans les 11 Länder de l'ancienne Allemagne de l'Ouest une immigration qui va être majoritairement extra-européenne, notamment des Turcs, ou alors des gens issus du Moyen-Orient, alors que dans les Länder
de l'ancienne Allemagne de l'Est, on a une immigration qui est plutôt slave, plutôt polonaise, plutôt Voilà. russe. Et ça amène aussi des différences de mentalité. C'est-à-dire que là où on va avoir des votes d'extra-européens qui vont voter pour des partis qui vont aller dans leur intérêt ethnique, on a des partis de l'Est qui vont également être plus perméables aux communistes, qui sont allés un peu plus à l'Ouest, à une époque où ils voulaient un peu plus s'échapper des pays qui ont été totalement ravagés par le communisme et qui étaient acceptés dans l'Allemagne de l'Est, et avec qui ils avaient peut-être beaucoup plus de passé historique en commun, autant noir pouvait-il être. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je pense que William, tu as des choses à rajouter. Mais en réalité, vous avez déjà dit énormément de choses. Et d'ailleurs, quand Robin dit bien que 40-50 de communisme, ça vaccine contre le communisme, et quand toi tu dis que l'immigration est davantage extra-européenne à l'Ouest et davantage issue de l'Europe de l'Est dans l'Est de l'Allemagne, vous avez déjà dit beaucoup de choses que je voulais dire. Donc, et je n'ai rien à ajouter, et je partage complètement. Donc voilà, alors j'ai oui effectivement quelques petites choses, mais en fait ça va être bien plus court que vous. Cette carte montre la différence exacte, et ça c'est le professeur d'histoire qui le dit, cette carte montre la différence exacte entre les anciens territoires de la RFA et les anciens territoires de la RDA. Donc ça, c'est quand même important à signifier. Bon, premier point. Donc tout ce qu'a dit Robin, je partage, tout ce qu'a dit Antoine, je partage, rien à dire là-dessus. Alors, que dire de plus? Alors, là où effectivement, je vais pas redire ce qu'Antoine et Robin a dit, je partage tout. Donc là où j'ajouterais peut-être un petit élément d'explication géographique, puisque dans l'intitulé de mon métier, il y a aussi la partie géographie. Il faut savoir que la France est un pays centralisé autour d'une grande ville avec deux autres grandes villes. Ces trois villes, donc, sont Paris, Lyon et Marseille. Les autres étant des petites villes. Même avec 300 ou 400 000, ça reste des petites villes comparées à d'autres pays, même si ce sont des grandes villes, bien sûr, pour nous, Français. En Allemagne, c'est pas du tout ça, puisque nous sommes dans le pays de l'ancien Saint-Empire romain germanique qui était divisé en 350 États pendant des siècles. Donc, Hambourg, Stuttgart, Cologne, Düsseldorf, Berlin, Dresde, etc., Francfort, sont des villes Munich, extrêmement importantes, de plusieurs millions d'habitants, banlieues comprises. Donc, l'industrialisation de l'Allemagne est beaucoup plus répandue sur l'ensemble du territoire, contrairement à la France, aussi pour des raisons géographiques. L'Allemagne est bien plus plate que la France. La France possède quand même 5 massifs montagneux, alors que l'Allemagne n'en possède qu'un. Oui, on va dire un au sud des Alpes sur une fine partie, et la forêt noire qu'on trouve dans le bas de Württemberg. Mis à part ça, il n'y a pas de réel massif montagneux en Allemagne, et donc l'industrialisation a été beaucoup plus importante, notamment aux alentours du Rhin, puisque nous sommes en pleine dorsale européenne. Donc, est-ce que le critère de la désindustrialisation permet d'expliquer ça? Non, dans la mesure où, en plus, l'Allemagne reste un pays qui possède un excédent commercial important, avec une industrialisation qui est en train de chuter énormément aujourd'hui. Mais quand bien même elle chuterait, elle est encore très performante, comparée à l'industrie française ou italienne. Donc, c'est bien ce qu'Antoine a dit, à savoir davantage en raison de l'immigration et de la présence étrangère en Allemagne, référence à notre émission de la semaine dernière, la présence étrangère en Allemagne qui est davantage extra-européenne à l'ouest qu'à l'est, qui pourrait expliquer certaines choses. Alors le dernier point que je veux soulever, c'est que, et j'ai terminé, on parle de vagues de l'extrême droite, ou plutôt de la présupposée extrême droite, parce qu'on arrête un peu avec ces histoires d'extrême droite, faut arrêter. L'AfD fait 152 députés sur 630. En 2021, elle en faisait 83. En 2017, elle en faisait 94. Donc, il y a une augmentation substantielle, mais il y avait quand même déjà un nombre de députés très important quand même précédemment. Mettons en perspective avec la France pour essayer de comparer un petit peu. Suite à la dissolution de 2024, le Rassemblement national plus les alliés des Républicains avec Ciotti totalise 143 députés. 90 en 2022,
8 en 2017. Donc cela signifie que la France est quand même un petit peu plus longue à la détente pour essayer de comprendre ce qui se passe, alors que l'immigration et la présence étrangère due à la descendance de cette immigration est beaucoup plus importante en France qu'en Allemagne. Cependant, les années Merkel ont favorisé et accru considérablement, avec le million d'immigrés en 2015, ont accru considérablement cette présence étrangère, ce qui fait que ce parti commence à prendre le pas et, comment dire, les attentats de Munich ont également favorisé ces élections avec cette victoire-là. Cependant, et je conclus, pour en revenir à cette carte que Robin nous a présentée, on s'aperçoit que le vocabulaire, quand Robin disait que l'Allemagne de l'Est était vaccinée contre le communisme, en fait, je pense que, moi qui suis très attaché au vocabulaire, je pense véritablement toute la logique sémantique et lexicale de je vais vous la mettre à l'envers du totalitarisme communiste ou du totalitarisme européen. Je pense que la population d'Allemagne de l'Est est davantage vaccinée, ce qui rejoint d'ailleurs ce que Robin a dit, hein, bien sûr. Et donc, je pense que c'est d'une certaine manière peut-être pas uniquement dû à l'immigration, mais à la compréhension lexicale du je vais vous la mettre à l'envers, qui fait que l'alternative für Deutschland a davantage remporté de voix à l'Est qu'à l'Ouest. Voilà une partie de mon analyse et j'ai terminé mon propos parce que elle rejoint tout à fait les vôtres d'ailleurs, je pense. Voilà. Très bien. Et pour répondre sur ce que disait William, donc Merkel qui a fait venir énormément d'immigrants, on rappelle qu'elle venait du CDU, du Parti des chrétiens démocrates. Donc bon, voilà, donc la fameuse droite qui lutte contre l'immigration, on la cherche encore, à part éventuellement à l'AfD. Et en effet, le fait qu'on ne soit pas en Allemagne sur une ville centralisée comme Berlin, qui en fait se trouve au milieu d'un no man's land économique, c'est assez drôle parce que le fait qu'on avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est et que Berlin était la capitale malgré que avant la réunification. C'était la capitale de l'Allemagne de l'Est parce que l'Allemagne de l'Ouest, la capitale était la ville de Bonn. Donc ce n'était pas la capitale de Ah, la RFA hein, ah oui, ça c'est intéressant. pendant des décennies. Ouais, pendant des décennies, la capitale de la RFA était la ville de Bonn et pas Berlin-Ouest, alors que Berlin-Est était bel et Tu bien fais la bien de me capitale reprendre de la là-dessus, RDA. en effet. Précision historique. Mais donc Voilà. aujourd'hui, on a trois villes qui sont à la fois des villes Länder. Donc il me semble qu'il y a Tout à fait. Brême, donc évidemment Berlin, et l'autre, je l'ai plus, Hambourg, je Hambourg. crois. Ah oui, Hambourg, Je ça va être crois que ça. c'est Hambourg, Ça va être ça. Oui, je puis en crois. plus, en Brême c'est particulier parce Ouais. que Brême c'est un Länder divisé en deux, donc il y a la partie ville et maritime, enfin bref. Et pourquoi je vous parle de ça? Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le fait qu'il y ait autant de vols qui aillent à Francfort. Et en fait, alors que c'est pas une ville qui est particulièrement, enfin, ce n'est pas la ville la plus importante d'Allemagne. En fait, la raison est très simple, c'est parce que c'était une ville. Ils cherchaient une ville pour mettre la compagnie allemande de l'époque, c'est-à-dire Lufthansa, dans une ville qui était moins regardée par les ennemis de l'URSS, etc. Donc ils ont choisi Francfort, la compagnie Lufthansa que je prends régulièrement pour faire France-Estonie. Donc c'est pour ça que ça me faisait, je trouvais ça assez drôle, assez cocasse de connaître cette histoire. Et pour aller. Pardon, excuse-moi Antoine, est-ce que je peux corriger un autre point? Je suis vraiment navré, hein, Corrige-moi, Antoine. vas-y. Fran- Francfort est une ville extrêmement importante en Allemagne pour une raison très simple, c'est que au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu la refondation de la Confédération germanique après les invasions napoléoniennes, Francfort était la capitale. Si D'accord. Berlin était la capitale de la Prusse, Francfort était la capitale et surtout, nous qui avons un prisme français, il faut savoir que Paris et sa région sont la capitale et politique et économique et un peu industrielle de la France. En Allemagne, c'est pas du tout ça. En fait, il y a deux capitales en Allemagne. Il y en a une qui est officialisée parce que les institutions politiques s'y trouvent, c'est Berlin, alors que la capitale économique, c'est-à-dire le cœur économique d'une certaine manière, la ville économique de l'Allemagne, c'est Francfort.
Voilà, et cette distinction entre les deux villes est très importante, d'autant plus qu'aujourd'hui elle concentre des institutions européennes, la Banque centrale européenne, et Francfort est un véritable poumon économique que d'autres villes françaises ne sont pas ou peu pour la Mhm. France. Donc ça, avec un rôle politique important au fil des siècles pour Francfort. Donc Francfort a quand même un rôle très important en Allemagne. Voilà, j'ai fini. Oui, voilà, tu fais bien de me le dire. Alors, c'est vrai que dans ma vision des choses, c'était plutôt de dire pourquoi cet aéroport qui est si massif est dans une ville qui n'est pas la capitale, qui n'est pas la ville principale de l'Allemagne, mais c'est vrai que du coup, c'est une ville importante, comme tu le dis. Et c'est vrai que c'est aussi étonnant, du coup, que Francfort n'ait pas son propre LAN, mais il doit y avoir une raison à cela. Francfort est intégré dans le Tout LAN à fait, du S. Euh, tout donc, à fait. pour vous résumer un petit peu les parties qui ont fait des scores en Allemagne, qui ont fait des résultats. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. On t'a perdu au début de ta Non, là, phrase. ouais, on t'a perdu un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc, pour vous énoncer les résultats des partis en Allemagne, on a d'abord donc le CDU, le Parti chrétien-démocrate, qui a fait 208 sièges au Bundestag. L'Alternative für Deutschland, l'AfD, qui en a fait 152, comme on l'a dit tout à l'heure. On a le SPD, donc le parti plutôt de gauche, social-démocrate, qui est en chute, qui a fait 120 sièges et qui a perdu 9,3 points de pourcentage par rapport aux dernières élections. Et en fait, quand on regarde les données, c'est sur les votes du SPD que l'AfD a augmenté. En tout cas, c'est proportionnellement les mêmes chiffres. Donc est-ce que c'est ces Ouais. électeurs qui ont voté pour l'AfD après, ou est-ce que c'est des électeurs du SPD qui en même proportion ont voté pour les chrétiens démocrates et les chrétiens démocrates sont apportés sur l'Alternative für Deutschland? Bon, ce serait intéressant d'avoir plus d'infos là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'est sensiblement les mêmes chiffres. Les Verts, les écologistes, donc toujours de gauche, hein, évidemment, hein, je ne vais pas vous faire l'analogie de la pastèque. 85 sièges. La gauche, humblement, un parti qui se revendique comme la gauche au sens large, 62 sièges. Et le parti libéral-démocrate, 0 siège, le FDP. Et en participation électorale, on a un taux de participation. Première fois depuis longtemps. Première fois depuis longtemps qu'ils obtiennent. Ouais. Ouais, ça c'est assez dingue. Donc une baisse de 7,2 points justement sur ce parti-là qui les a complètement éliminés du Bundestag. Parce que même un parti, comme on le disait tout à l'heure, qui arrive quand même à faire 5%, même s'il est élu dans aucune circonscription, est censé avoir une représentation s'il fait au moins 5% à l'échelle globale, à l'échelle fédérale. Et donc là, on a un taux de participation de 82%, ce qui est le plus élevé depuis la réunification de l'Allemagne en 90. Cela montre que les élections étaient importantes a priori pour le peuple allemand et qu'ils attendaient peut-être, je ne sais pas, un changement ou à faire opposition à l'AfD. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui sont allés voter. Je ne crois pas qu'on ait autant de participation en France durant les présidentielles, légèrement moins, peut-être 70%. Hop, je reviens sur mon document. Donc, hop, excusez-moi, les aléas du direct. Donc, le bilan des élections. Comme vous le savez, celui qui est élu chancelier, c'est-à-dire le représentant de l'Allemagne, le gouverneur à l'échelle fédérale, le représentant de l'Allemagne à l'international, il est élu par la majorité du Bundestag, donc de l'Assemblée. Comme on l'a dit, l'Assemblée, il n'y a aucun parti à l'Assemblée qui est majoritaire, donc il va y avoir une alliance. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vu que chaque parti a une alliance, enfin, vu que chaque parti a une couleur, excusez-moi, chaque alliance de partis, c'est une succession de couleurs, et souvent ils ont des noms liés à des fruits ou à des pays qui ont des drapeaux qui ont les mêmes couleurs. Bon, il y a des jeux de mots là-dessus. Je vous invite à regarder sur Internet, c'est assez rigolo. Et donc, le parti majoritaire actuellement, c'est le parti des chrétiens démocrates, dirigé par Friedrich Merz, je pense que je prononce correctement, Merz. Les Et, Candoles démocrates, et hein, par contre, je crois que tu as fait voilà. une erreur dans la lecture. En fait c'est très Le simple. parti des Candoles démocrates. Voilà, c'est très simple, moi sur cet individu, en bilan j'ai mis c'est un candole, ce qui résume un petit peu le personnage, mais il y a une phrase assez fétiche qu'il a sortie, parce que la question c'est de se dire, s'il veut se faire élire, avec qui il va faire une alliance? Est-ce qu'il va faire une alliance avec la gauche, sachant qu'il est objectivement de droite? Enfin, objectivement, il est officiellement de droite, excusez-moi, mais bon, il est Voilà. objectivement de gauche, ou alors avec l'AfD. Bon, vu qu'il est officiellement de droite, a priori, il va faire une alliance avec l'AfD. Eh ben, il vous répond.
Friedrich Merz, leader de la CDU, a fermement exclu toute coalition avec l'AfD, affirmant que cela équivaudrait à vendre son âme, en liant son avenir en tant que chef de parti de cet engagement. Voilà. Donc on a un leader politique je veux dire, est-ce que c'est une manière de parler d'un... Baisse son froc, baisse son froc, Complètement, baisse son froc, complètement, comme complètement. d'habitude. Et ça, vous voyez, ça c'est la droite. C'est-à-dire que c'est une droite qui ne veut pas faire une alliance avec un parti qui est le deuxième parti du pays qui est contre l'immigration, qui veut arrêter cette augmentation des impôts, qui veut arrêter cette volonté d'augmenter le SMIC ad vitam aeternam. Eh ben lui, là non, ça c'est la droite qui dit non. On ne veut pas s'allier avec une droite qui se dit de droite et qui veut faire un programme de droite. Nous on préfère faire venir des migrants et s'allier avec la gauche. Voilà, c'est ça, c'est la droite des chrétiens démocrates. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo que ce parti se revendique chrétien démocrate au passage, mais bon. Est-ce que sur ces... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, est-ce que sur Moi, j'ai ces... un petit point intéressant. Bah vas-y, Ouais, je vais donner la parole, Robin. je peux donner des petites choses amusantes, hein, parce que bon, c'est pas un sujet passionnant, ce ne sont à peu près que des cheveux, de toute façon, donc c'est pas comme si c'était, bon, je rigole, on les aime bien, les cheveux, heureusement qu'ils sont là. Moi, j'aime bien les chevaliers germains. Tu les aimes bien si tu veux. Moi, je les aime pas. Excuse-moi. Moi, j'ai des origines de Verdun, donc Oui, si mais tu moi, veux, il y a quand même un petit complexe. Hein. Voilà. Mais c'est de l'antiphrase. C'est de l'antiphrase parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je les aime bien, surtout quand ils fournissent des contingents de cavaliers à César pour bouter Vercingétorix hors de Gaulle. Donc, c'est vrai que ce C'est sont des amis de longue lamentable. date. Ça fait C'est 2 millénaires lamentable. C'est que les Allemands ce que tu nous cassent les pieds. espèce de collabo. Donc, ce que je veux dire, donc, alors moi j'ai demandé, je suis taquin. Bon, je me dis, on s'ennuie, les cheveux, au-delà de la blague. Bon, c'est pas eux. Je m'attends pas à ce que le renversement de l'Union européenne se fasse, hein, enfin de l'URSE se fasse par les Allemands. Je vais pas manquer de respect aux Germains, mais je pense pas que ce soit leur immédiat horizon. Et donc j'ai demandé, alors j'ai taquiné un peu ChatGPT. Donc je lui ai demandé de me classer les différents pays qui ont eu des élus selon s'ils étaient leur position par rapport au socialisme, et selon numéro 2, leur position sur l'étatisme. C'est en fait le socialisme. Hein, pour voir, parce que bon, étatisme, c'est le nom un peu plus neutre philosophiquement du socialisme. Hein. Je veux dire, on peut tergiverser, c'est globalement à peu près la même idée. Alors j'ai eu des choses assez amusantes. Hein. Par exemple, on nous dit que la CDU, par exemple, est hostile au socialisme. Hein. Hostile. Mais modéré sur l'étatisme. Donc je me suis bien marré, ça c'était pas mes trucs, hein, voilà, j'adore. À droite, mais pas trop, quoi. Enfin, donc, sur l'étiquette, hein, on est contre le socialisme, par contre, on veut bien appliquer les mesures socialistes, quoi. Hein. Faut juste qu'elles s'appellent pas socialistes. Bon, donc c'est assez amusant, parce que comme ça montre d'ailleurs que ces outils d'intelligence artificielle sont toujours assez amusants, c'est de super moteurs de recherche, donc on peut voir comme ça la synthèse de données et voir toute l'hypocrisie. Bon, donc on peut voir premièrement le positionnement réel, on demande la position sur l'étatisme, et ensuite on demande le positionnement officiel, la position sur le socialisme. Et donc là, on compare. Bon, c'est assez amusant. Maintenant, si on regarde l'aspect plus sérieux, enfin, c'est sérieux, l'aspect plus sérieux, la position sur l'immigration, bah, c'est simple. Combien y a-t-il de députés qui sont contre l'immigration? Bah, c'est simple, 152. Voilà, c'est-à-dire, en fait, l'AfD. Parce que la CDU n'est pas contre l'immigration. La CSU, c'est une alliance CDU-CSU. D'ailleurs, les deux, c'est chrétien, hein, bon, officiellement. Donc, et il n'est aussi pas aussi à l'immigration. La SPD est favorable à l'immigration. Les écologistes sont favorables à la régularisation de tous les étrangers. Les FDP, pardon, excusez-moi, sont favorables à l'immigration. Et puis, le lien, hein, je pense que c'est ça, je parle pas allemand, mais Die Linke, ça va être le lien. Hein, oui. Non, c'est la gauche, je crois. Ouais, c'est l'extrême gauche. C'est la gauche. Ouais, c'est l'extrême gauche. Ouais. Au sens large. Voilà. Comme si tous les autres partis. Oui, je sais, mais je suis pas qui a été créé par un Français, enfin pas par un Français, mais par un descendant de Français protestants qui s'appelait Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine, on parle d'un Allemand, hein, et c'est lui qui a créé le parti d'extrême gauche allemand. Tout le cancer gauchiste du monde vient de la France, c'est quand même un scandale. Voilà, c'est ça. Et donc, Oscar Lafontaine, incroyable. D-Link est aussi pour la régularisation massive. Parce que, donc, si on résume, on a 152 députés qui sont contre. Donc, j'ai
je suis paresseux pour le calcul, mais sur 630, ça doit faire 480 à peu près qui sont pour l'immigration, dont une centaine qui sont pour la régularisation immédiate de tous les étrangers. Donc il y en a à peu près autant qui sont pour il y a 50, il y a une différence de 50 députés entre ceux qui sont pour l'arrêt de l'immigration et ceux qui sont pour la régularisation de tous les étrangers sur le territoire. Bon, et ça mènera, je pense, une question qui sera très intéressante en ouverture, donc je me donne la piste, mais qui serait pourquoi est-ce que les islamistes, les mahométans font des attentats, et notamment au moment des élections? Et en fait, pour nous autres qui sommes rationnels, nous nous disons que bah, c'est stupide parce que tout le monde va réagir, mais on pense que tout le monde réagit en chevalier. Or, la preuve, encore une fois, la preuve en est que ces vagues d'attentats ne permettent pas le succès d'un parti hostile à l'immigration. La preuve, il y a encore 100 députés favorables à la régularisation immédiate de tous les sans-papiers. Donc ça prouve bien qu'on peut faire des attentats. Ça pourrait pousser un peu plus loin. Et je laisserai en ouverture, simplement, rappelons que le terrorisme, c'est pas de tuer seulement, c'est de commettre un certain nombre d'exactions pour terroriser la population d'un endroit, pour pouvoir l'occuper sans avoir à lui mener la guerre. C'est ça l'idée du terrorisme. On l'oublie beaucoup parce que nous, on dit terrorisme, on pense à des exactions. C'est pas que les exactions, hein. Il suffit pas de tuer des gens pour faire du terrorisme. Absolument. Le terrorisme, c'est une méthode de conquête. Et voilà. Et donc, c'est intéressant. Est-ce que cette méthode, est-ce que les élections ne donnent pas raison aux islamistes finalement? Voilà ce qu'on pourrait poser comme question. Ah, mais bon, pas. Je vous laisse, hein, si vous avez. Oui, J'ai William. j'ai pas grand-chose à ajouter. Honnêtement, 30 secondes, j'ai pas grand-chose à ajouter. La question de Robin est légitime. Cette élection, en fait, ces élections sont extrêmement similaires aux élections françaises de Exactement. 2024 suite à la dissolution. D'ailleurs, on retrouve à peu près les mêmes camps politiques et avec des forces à peu près égales. D'ailleurs, Léa disait tout à l'heure, disait de faire attention parce qu'il y avait 577 députés en France, 630 en Allemagne, donc les chiffres étaient à peu près équivalents. J'ai peut-être été un petit peu plus sévère pour la France, mais Léa a sans doute raison. Et donc, euh, les élections sont à peu près similaires. Nous avons fait la semaine dernière une émission sur la présence étrangère en France. Les résultats de ces élections en France en 2024 ou en Allemagne en 2025 avaient eu lieu en 2004, 5, 6, 7, j'aurais pas été étonné. 650 députés de la pseudo-extrême droite française ou de la pseudo-extrême droite allemande avaient été élus en 2004, 5, 6, 7, j'aurais dit, bon, bah là, ok, c'est normal, il y a une prise de conscience de la population française, de la population allemande, ok, pas de problème. Mais là, on est 20 ans plus tard, les gens. On est 20 ans plus tard. Les pays sont envahis. Ils sont pas en phase d'être envahis, ils sont pas en phase d'être grand remplacés, ils sont pas en phase de. C'est fini. Alors ils sont pas morts parce que Dieu existe, faut pas déconner, mais ils sont totalement envahis. Et on a, comme vous l'avez très bien dit, une centaine de députés d'extrême gauche, voire plus, en fait, entre les écolos et Die Linke, 80 plus 60, ça fait 140 quand même. 85 plus 64, donc ça fait même 150. Donc non, 152 pour Alternative for Deutschland et comment dire, et 149 pour l'extrême gauche et les écolos, donc l'extrême gauche. Donc 152 sur le 49, les chiffres sont en fait très comparables. Et en France, il y a, avec le nouveau Front Populaire, 150 et quelques aussi. C'est pareil en fait, c'est exactement pareil. Et le truc, c'est qu'on en est là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, parce que les vrais vainqueurs, en fait, c'est l'extrême gauche. Parce que, en fait, quand on regarde les voix, l'extrême gauche, écolo plus Die Linke, quand on regarde un petit peu les élections précédentes, ils augmentent un petit peu. Alors, ils ont vécu une chute à un moment donné, ok, mais en fait, ils sont en phase de progression, d'accord. Alors, l'extrême droite, ou plutôt Alternative für Deutschland aussi, mais la gauche progresse, 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 progresse,
alors que la situation devient de plus en plus claire. Ça montre bien que le nombre de personnes qui veulent la destruction de leur pays, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en France, augmente. Que ce soit en raison de la présence étrangère ou que ce soit en raison du déboulonnage des écoles, et particulièrement pour la France. Les Allemands sont, et je conclus là-dessus, les Allemands sont beaucoup plus disciplinés. C'est un peuple qui est beaucoup plus discipliné. Quand on a un peuple beaucoup plus discipliné, où on a 150 députés qui visent à tuer l'Allemagne, tout simplement, qui sont élus, on est quand même en droit de se poser des questions sur la capacité à l'Allemagne de se relever de ces défis que l'Allemagne connaît. Si tant est qu'en tant que Français, on a envie que l'Allemagne se relève. Pardon, Oui. pardon, mais Si en la tant que France allait Français, mieux, je me voilà. réjouirais que l'Allemagne fût envahie. Voilà. Bravo, là. Exactement. Et je réjouirais même de marcher moi-même sur la Wilhelmstrasse devant la porte de Brandebourg. Il n'y a pas de problème. Vous êtes Mais toujours sur la comment libre dire tribune, merci de nous je... écouter. Abonnez-vous. Mais On est en parti fait, comme un Verdun, quoi. cette carte est terrifiante. Sauf l'Allemagne de l'Est, à la rigueur, qui tire son épingle du jeu. En fait, faut avoir connu le totalitarisme pour avoir 3 neurones de connectés. En fait, c'est tout. En fait, entre notre émission de la semaine dernière, entre notre émission sur l'éducation nationale que nous avons fait, Robin et moi, et cette carte de l'Allemagne, en fait, faut vraiment souffrir le martyre pour essayer de se reconnecter les neurones. C'est tout, en fait. Parce que sinon, on s'homosexualise, on se transsexualise, on finit par aimer des chèvres et à accepter l'extra-européanisme dans son lit, parce qu'il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui. Donc, il faut vivre le totalitarisme. Je pense que c'est une solution que nous pouvons Je me rassure, nous l'éprouvons. Et ça prouve que au passage, ça prouve que ça ne suffit pas à assurer. Nous l'éprouvons, non. Nous l'éprouvons. Bonsoir, Poussamir. Nous l'éprouvons, non. Nous, on a compris les mécanismes du totalitarisme. Oui. C'est pour ça voilà. Mais t'inquiète pas, il y a 40 millions non pas de Français, mais d'habitants en France. Il y a 40 millions d'habitants en France qui n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas vécu le goulag. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais il y a autre chose. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que en fait, il y a autre chose. Avec cette carte et avec ces résultats, ça prouve une chose. Alors, faut regarder. Je n'ai pas l'œil assez affûté. Bonsoir Pal. Oui, bonsoir cher Pal aussi. En effet, bonsoir cher Poussin et bonsoir cher Pal. Voilà, il faudrait regarder le nombre de voix parce qu'en fait, qu'on ait quand même 150 députés AfD. Alors qu'ils sont tous en ex-Allemagne de l'Est, je peux quand même le dire simplement, ils sont tous en Allemagne de l'Est, en ex-Allemagne de l'Est. Bon, enfin, peut-être quelques exceptions. Non, je vois des boutons ou des petits points, donc ça va être. Non, il y a une forme de proportionnel, c'est ça, il y a un truc comme ça. Oui, bah, peut-être. Non, parce que si je regarde le nombre de sièges, il y a une j'ai l'impression. part de proportionnel en fait, c'est-à-dire que vu qu'ils ont fait un bon score, il y a sur la majorité, donc grâce aussi au vote de l'Ouest, il y a l'AfD qui remonte et qui permet d'avoir plus de députés sur les 299 à la fin. Oui, c'est ça, oui, parce que je regarde en même temps la carte, je connais pas bien le système électoral allemand. On commente, nous, ce qui nous intéresse. Parce que Antoine a dit tout à l'heure. Non, mais c'est pas très. Antoine a dit tout à l'heure qu'il y avait 598 députés. C'est tout à fait vrai, il y en a 598, mais il y a des rajouts qui montent à 630. Donc il y a encore un autre système parce qu'il y en a bien 630 des députés. Donc il y a encore un autre truc qui rentre en ligne de compte, mais voilà. J'ai fait la somme à côté, en effet, moi j'ai la somme des députés, c'est bien 630. des ajouts de députés par rapport au proportionnel. Et en fait, ça peut monter. Voilà, c'est ça. C'était monté jusqu'à 730, 750. Mais bon, là, on arriverait dans les complications qui sont moins intéressantes. Il y a de primes. Il y avait un truc comme ça, dans un bidouillage électoraux, j'avais déjà vu ça. Je crois qu'en France, il y a eu un peu ça, une sorte de prime. Si vous oui, il y a eu ça, oui. Oui, il y a eu ça. D'ailleurs, sous la Troisième République, les chiffres variaient entre 480 députés et 650. Donc, oui, c'est la même chose. Oui, j'avais vu. Donc, c'est pas si. Mais oui, en tout cas, sur le. Donc, oui, donc il y a quand même des élus de l'AfD à l'ouest. Mais l'opposition Est-Ouest est tellement flagrante, ça veut dire qu'en fait, géographiquement, dans les 2 tiers de l'Allemagne, vous êtes dans une région d'extrême gauche, qui est passionnément à gauche, du parti de l'occupant,
du parti de la collaboration avec l'envahisseur barbare et avec la dictature soviétique de l'URSS. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'Allemagne, ça va être un enfer. Hein, à moins de se promener dans l'ancienne Allemagne de l'Est, hein, pour avoir de tels résultats, pour avoir 150 députés alors qu'il y a un seul tiers du pays qui donne ça, parce que nous, en France, à la limite, il y en a un petit peu partout, c'est simplement que il y a beaucoup de députés dans les villes. Hein, et ce qui explique. Donc, mais là, en Ce fait, qui le explique seul beaucoup de moyen, choses. voilà, ce qui explique beaucoup de choses, le seul moyen d'aller dans des endroits où les électeurs sont à peu près sensés et n'ont pas envie de se faire envahir, c'est d'aller dans l'ex-Allemagne de l'Est. Donc ça va être vraiment un pays infernal. Hein. Ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez dans les deux tiers de l'Allemagne, vous vous promenez dans un enfer gauchiste. Bien plus qu'en France, hein, au passage. Hein. Parce que je rappelle qu'en France, ils ont mis un suffrage délirant. Ça me permet d'ailleurs, au passage, je connais moins bien le système électoral allemand que français, mais en comparaison, je rappelle qu'en France, depuis 20 ou 30 ans, pour justement endiguer le succès de la droite, la gauche a fait modifier le scrutin de manière à ce que, donc normalement, c'est à peu près, alors de mémoire, ça c'est écrit dans les textes de loi, on doit avoir un député tous les à peu près 70 000 habitants ou euh, ou soit, 100 000, 100 000, 100 000 ou non, 110 000, c'est entre 100 000, non, 100 000 et 120 000. Ouais. je crois que c'est moins que ça, je crois que c'est 80 000 ou un truc. Bon, Oui, enfin, ça peu doit importe dans ces être deux-là, mais enfin, bon, peut-être. peu Mais en importe. fait, c'est pas ce que je voulais dire, surtout ce qui est important, c'est le bidouillage de la gauche a été très malin, et je crois même que c'était sous Chirac. Hein, donc bon, la fausse droite, mais je sais plus, je suis plus Non, sûrement. Peut-être c'était sous c'était en Mitterrand. 88. En fait, C'était sous Mitterrand. non, non, Euh, c'est De Gaulle qui a mis notre scrutin actuel, donc le scrutin majoritaire à deux oui, tours, uninominal à deux tours. oui, mais c'est pas ça que je veux dire, mais vas-y. Mitterrand l'a supprimé une seule fois. Oui, je sais, pour Mitterrand la l'a supprimé proportionnelle, et une il l'a seule remis. fois en Pour mettre la proportionnelle. 86 et il a remis le scrutin majoritaire En en 88. 88. Et on est sur le Oui, scrutin oui. majoritaire en 88. Oui, C'est oui, ça le bidouillage. C'est ça le oui, bidouillage. oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. C'est ça. Alors ça, c'est vrai. Ce que tu dis est très juste. Et en effet, bon, enfin, je le savais ça, mais c'est bien de le rappeler. D'accord. Voilà. Même si, mais ce que je voulais dire, c'est que le bidouillage, c'est qu'on n'a pas pris en compte le nombre de citoyens français ou le nombre de votants, mais bien le nombre d'habitants. Autrement dit, à l'inclusion des Ah, étrangers et des étrangers naturalisés. Et ça, je sais que c'est un ajout ultérieur. Ce qui fait qu'en réalité, dans le 93, par exemple, ça doit être un des départements avec le plus de députés. Mais en termes tout à d'électeurs, fait. il y en a très peu. Ce qui explique, en fait, si vous comparez, par exemple, une zone avec très peu d'immigration et un département avec beaucoup d'immigration, vous allez voir, canton par canton, pour un endroit avec peu d'immigration, il suffit de 10 000 électeurs pour être élu facilement, alors que il faudra arriver dans les 20 000 voix dans les endroits un peu plus denses. Donc en fait, voilà, au C'est passage, très on vrai. fait cette petite comparaison, cette C'est bidouillage, je ne sais sûr. plus de quand ça date, mais je sais que c'est postérieur, peut-être sous Mitterrand, mais en tout cas, c'est un bidouillage qui est assez récent. Mais je me demande si c'est même pas sous Chirac. Hein, pour freiner en fait Ah, l'ascension de la droite. faudrait Donc c'est vérifier. intéressant de J'ai pas cette savoir ce que tu. information et je te remercie. Je te remercie. Je vais rechercher ça. Je te remercie. Alors, c'est Je Voilà. te intéressant Bon, ce remercie. mais Je sais que pas. Robin dit parce que souvent on critique le modèle américain pour justement le fait que le vote d'un citoyen de l'Ohio n'est pas le même que celui d'un citoyen de New York et de n'importe quel autre État, hein, c'est différent. En fait, on a la même chose en France oui, en France pour pour les les députés, élections de oui. l'Assemblée nationale. Et alors, il faut quand même se rappeler que on pourrait se dire que, on peut toujours trouver des excuses, à dire que si la gauche passe, c'est parce que il n'y a pas eu assez d'attentats, etc. Il faut se dire que cette semaine d'élection, c'était la semaine avec le plus d'attaques au couteau depuis qu'on recense les attaques au couteau en Europe. Voilà. Et il y a eu des attentats en Allemagne, des attentats en France. Sensiblement, ça ne changera pas les choses. Et puis, de toute façon, ces élections allemandes sont, comme l'a dit William très justement, c'est le reflet de la France. Et moi, je pense que le recul du SPD par rapport aux autres partis de gauche, on peut comparer le SPD au PS, si vous voulez. Donc, Hmm, on Oui. a une jeunesse qui, en effet, se radicalise d'un tout côté à et de fait. l'autre, et donc des gens qui vont à la fois beaucoup plus voter pour des partis de gauche radicale, et à la fois des gens qui vont voter pour enfin des gens, des Allemands de l'Est, qui vont voter majoritairement pour l'AfD, et on a des partis plus traditionnels, bien que le Parti des chrétiens continue à dominer. Mais peut-être que c'est aussi le parti des boomers, peut-être parce que justement, si Macron s'était présenté sous les LR auraient continué à exister. Et bien justement, le PS, donc l'équivalent du PS là-bas, le SPD, se disloque petit à petit, alors que les chrétiens démocrates gagnent en popularité. Puis surtout, je pense que c'est le vote des boomers, c'est le vote des gens à Ou en qui France, Elon oui, Musk fait bien peur. sûr. Hmm. Oui. Mais Euh, parce qu'ils le, sont. le-
Parce qu'ils sont concrets, ils ont conscience de leurs intérêts. Moi, je dirais que faut pas oublier le poids électoral de la démographie, le poids électoral ce que vous appelez par l'anglicisme boomers, la génération de l'immédiate après-guerre, des 30 ans qui ont suivi l'après-guerre, leur poids est gigantesque et ces gens-là ont abdiqué leur patrie. Ce sont des cosmopolites, ce sont des dégénérés qui Oui. répudient le devoir et qui rejettent la patrie parce que la patrie, c'est le nazisme. Mais en réalité, ils savent très bien que c'est faux. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont une retraite géante. Ils ont leur intérêt, ils ont eu leur retraite. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en Allemagne, mais on voit bien, c'est les mêmes classes. Donc, ils ont leur retraite, ils ont leur pays sympa, et ils savent très bien que si on remet en question la remise en question de l'immigration, il faut bien comprendre que ce n'est pas que la remise en question de l'immigration. C'est la remise en question de toute une De politique tout le qui est modèle. allée, Voilà, voilà, de voilà. tout le modèle. Et Et voilà. eux, ils ont conscience de ça et ils le défendront tant qu'ils sont vivants. Alors, si je puis me permettre, petite analyse démographique pour compléter, parce que ce que dit Robin est très juste. D'ailleurs, je me permets de dire que tous ces retraités et tous ces boomers, ou plutôt génération 30 glorieuses, se retrouvent tous sur les plages françaises durant l'été. On les voit tous. Les plaques d'immatriculation avec un D, on les voit sur l'autoroute. C'est les mêmes, hein. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que là, tout de même, durant les 30 glorieuses et après, années 80-90, du temps où la population française était encore à peu près française, et du temps où la population allemande était encore à peu près allemande, mais beaucoup plus que nous, la France. Hein. Les Allemands étaient plus allemands que nous, Français, hein, déjà. L'Allemagne n'avait pas d'Algérie, elle. Et il faut comprendre que l'indice de fécondité était bien moins important que chez nous. C'est con, mais nous, notre baby boom, pardon pour cet anglicisme, mais ce baby boom a commencé avec Pétain en France, en 42. L'Allemagne, il a fallu 46-47 avant qu'il ne commence. Donc ça, c'est important. Et puis, bon, ils ont payé quand même la Seconde Guerre mondiale à prix d'or. Hein. Donc ça, c'est un point important. Et enfin, euh, il se trouve que l'Allemagne a beaucoup plus, en raison de ce faible indice de fécondité, l'Allemagne a beaucoup plus de personnes âgées que nous. Ça, c'est un point très important aussi. Donc, ça, c'est important. Alors, en ce qui concerne la jeunesse allemande, là, je vais basculer sur la jeunesse. Point positif pour la France, c'est que malgré la repentance énorme véhiculée dans les écoles françaises, cette repentance de la France est due à des phénomènes davantage extérieurs à l'histoire de France. Exemple, la colonisation. En Allemagne, il n'y a même plus besoin d'apprendre la détestation de l'Allemagne auprès d'un jeune allemand pour une raison très simple, c'est que c'est quand même un pays de merde hein, qui a essayé d'envahir l'Europe entière à plusieurs reprises. Hein, c'est bête, mais si la France a son puits du fou, si la Russie veut son puits du fou, si l'Espagne a son puits du fou, s'il serait possible de construire un puits du fou dans à peu près tous les pays du monde, allez construire un puits du fou en Allemagne. Quelle histoire vous voulez raconter à des jeunes Allemands? Est-ce qu'un puits du fou est possible en Allemagne? Mais c'est même pas en rêve. Si, il y aurait Frédéric II d'Hohenstaufen et Bismarck, mais mis à part ça, il y aurait rien. Donc l'histoire allemande, c'est quand même une histoire chaotique. Bon, c'est bien fait pour eux d'ailleurs. On a pris cher, mais c'est bien fait pour eux. Alors, il faut, pour terminer, la jeunesse allemande se radicalise aussi, et à gauche avec les homos, les trans, et tout ce qu'on veut. Et il y a quand même aussi, avec l'Alternative für Deutschland, il y a aussi une jeunesse allemande qui se repatriotise. Alors attention, parce que quand l'Allemagne se repatriotise, en règle générale, les voisins prennent cher. Hein. Voilà. Ces catholiques français qui parlent de catholiques de tous les pays, unissons-nous, un petit peu comme les communistes à la Karl Marx qui disaient communistes de tous les pays, unissez-vous. Moi, quand j'entends des catholiques français qui disent oui, alors les communistes, et puis on en connaît, hein, Robin, hein, les catholiques français qui disent oui, il faut s'allier aux communistes, aux catholiques, pardon. Les catholiques français, il faut s'allier aux catholiques anglais, aux catholiques allemands, aux catholiques autrichiens, aux catholiques italiens. Oui, c'est ça. Allez vous allier à un catholique d'un autre pays qui veut la mort de votre pays.
ce sera le plus patriote, hein, donc arrêtez de vous unir à ça, même s'il faut respecter, enfin que Dieu ait son âme, hein, il n'y a pas de problème. Donc la jeunesse allemande qui se repatriotise, elle est plus faible que chez nous. Ah, quand même un point positif pour la France, ça fait du bien à dire quand même. Mais le nombre de personnes âgées qu'il y a en Allemagne fait que l'Allemagne est un petit peu tenue par les cordons de la bosse. C'est ce qu'expliquait Robin tout à l'heure. Hein. Le nombre de personnes âgées, oui, la dernière fois, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est tout à fait vrai. Mais c'est quand même nous qui avons pris cher. Et puis bon, peut-être que Adolf Hitler avait peut-être une part de responsabilité aussi. Si un film soit-elle, faut quand même peut-être pas exagérer non plus. Peut-être qu'il Euh, était, donc euh, peut-être qu'on pouvait déduire en attaquant voilà, la Pologne alliée de la France que peut-être, voilà, techniquement, la France aurait peut-être envisagé de défendre son pays, mais on voit que déjà à l'époque on avait de sacrés candoles parce qu'on a déclaré la guerre, oui. mais on n'a pas attaqué alors qu'on Bah, aurait éclaté l'Allemagne si on avait lancé une charge en Dala- Allemagne. Donc, oui. Daladier et comment dire et l'autre Maurice Gamelin, le chef d'état-major. Mm. Donc voilà. Donc là où on a du point positif et je termine, là on a un point positif quand même en France, mais en fait en Allemagne le nombre de personnes âgées, c'est-à-dire 60 ans et plus, est tellement colossal avec un cas que l'Allemagne a de très mauvais jours pardon, devant elle. Ce qui n'est pas pour me déplaire quand on y réfléchit. Mais ça, Oui, c'est au encore une passage, autre d'ailleurs, affaire. pour faire un lien là-dessus, je me rappelle avoir lu dans différents articles, différents journaux, pardon, je pense qu'il y a une espèce d'effet trompe-l'œil avec l'industrie allemande, hein, parce que donc l'industrie allemande se trouve essentiellement en Allemagne de l'Est, et il y a un effet trompe-l'œil parce que ces ouvriers sont notamment des frontaliers polonais. Donc en réalité, ça peut faire croire à une vitalité du tissu ouvrier allemand qui serait fautive. Les Allemands ont encore les infrastructures et les usines, mais ils font venir des étrangers qui sont des blancs. Bon, soit, hein, des Polonais, donc des blancs très sympathiques, ça c'est vrai, mais dans leurs usines, parce que le SMIC là-bas, en Pologne, ça doit être le quart, ou oui, même pas le cinquième ou le quart de ce qu'il y a. Et encore, il a augmenté récemment, donc je crois qu'ils commencent à en avoir marre de recruter des Polonais. Parce que ça doit être à 200 euros de tutu mensuel, maintenant ça commence à être un peu cher. Donc il faudrait quand même pas, faut pas se faire une illusion, hein, la démographie, de toute façon, tout est question de démographie. Le reste, c'est de la théorie. Hein. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois, faites des gosses. Hein. Le meilleur des messages pour détruire un pays, c'est ne faites pas de gosses. Et c'est pour ça, et c'est vrai, c'est intéressant de savoir que la France, paradoxalement, c'est parce que donc les socialistes déjà, hein, dans les années 30, avaient commencé à donner, à favoriser une politique qui a donné les allocations familiales. Le maréchal Pétain, il a largement contribué lui aussi. Hein. Il y avait les premières lois, donc tout ce qui est je ne sais plus les titres parce que ça a changé. On a changé de nom à chacune des mesures de Maréchal Pétain, mais en fait elles sont toutes encore là. Hein. Toutes les aides, etc. viennent du Maréchal Pétain, enfin en grande partie, Tout même à si fait. certaines étaient déjà là un petit peu avant. Hein. J'avais regardé, j'ai oublié parce qu'on s'en fiche de tous ces noms de loi, c'est pas très important. Mais au passage, ces mesures-là, favorables à la démographie, plus la fête des mères, plus machin, ont expliqué que la France, hein, pour reprendre ce que disait William à juste titre, la France a pu s'en tirer moins mal parce que nous avons quand même conservé une démographie plutôt pas mauvaise. Et en plus, on a en URSS, l'autre problème de l'URSS, c'est que la démographie dans les pays post-URSS, la démographie est souvent très mauvaise. Hein. Par rapport au reste de Mais tout à l'Europe. fait. Ce qui fait que Vas-y, William. dans les années 70, la France, mais j'en ai pour une seconde, dans les années 70, la France est le pays le plus puissant d'Europe. Mm. Pour cette raison démographique. Ce Comme qui sous est Louis quand même XIV. incroyable. J'ai fini. Sous Louis XIV, c'est la même Comme sous chose. le Hein. 14 Par et même. Sous Louis XIV, Voilà. rapport, oui, en effet, à la communauté allemande, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'Allemands qui avaient une pulsion de vie. On parlait la dernière fois justement de la mort de l'Europe de l'Ouest occidental, enfin de l'Europe occidentale pour, on va dire, l'Occident américain. On a des Allemands avec des pulsions, une bonne pulsion de vie. Alors après, au service d'une bonne idéologie ou pas, ça c'est autre chose. Mais des Allemands avec une grande pulsion de vie qui sont partis en Argentine. Et ça, il y en a énormément. Et ça, voilà, c'est des Allemands qui aujourd'hui ne sont pas en Allemagne pour voter AfD. Et puis, il faut se dire aussi autre chose pour se rassurer, c'est que notre gauche à nous, elle est composée bon, de gens qui sont de gauche, donc forcément, voilà, avec quand même un problème dans le système de réflexion. Mais bon, on a au pire dans le LFI, on a des gens qui sont bon, qui savent pas lire, on a des gens qui sont incultes, on a des gens qui ont abandonné leurs enfants, qui font la promotion de la drogue, etc. Mais nous n'avons pas d'handicapés moteurs, ni de transsexuels. Alors que la gauche allemande, la gauche, au sens, le parti la gauche, en est rempli. Là, j'ai une image devant moi
de deux transsexuels qui Nous, s'expriment. en France, c'est le Rassemblement national qu'on est rempli, donc quand on y Ils réfléchit. sont pas transsexuels, ils sont homosexuels. Oh, ça n'a rien à voir. Mauvaise langue, Ils sont enfin. joyeux, ce sont de gays lurons. Hein. Voilà. Voilà. Bon, donc on a Oh la vache. deux transsexuels, pareil, avec des mi-cheveux longs, mi-chauves. Souvent, ça laisse quand même une idée de la psychologie des personnes. Et on a, alors là, Ouais. c'est quand même, je veux dire, ça ne s'invente pas. On a un noir qui est sur un fauteuil roulant, qui est visiblement un handicapé moteur, qui penche la Mhm. tête et qui a l'air de tenter de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça la gauche en Allemagne aujourd'hui. Donc, bon, si, et Mais après, je laisserai mes amis conclure aussi, mais moi, si je devais conclure de mon côté, parce que bon, les élections allemandes, est un petit sujet et on en vient à bout, si je devais conclure, bah, je dirais que de toute façon, il n'y avait rien à attendre de ces élections, d'une part, parce que, comme l'a dit William et Robin, la démographie allemande n'est pas fameuse. D'autre part, il y a en fait toute l'extrême droite, enfin l'extrême droite, il y a la vraie droite allemande qui au final est en Europe de l'Est et que en effet la seule chance que l'Allemagne de l'Est aurait d'avoir un dirigeant de droite à l'échelle fédérale, ce serait qu'elle se sépare presque du reste de l'Allemagne, mais ce n'est pas possible avec la tête qu'a l'Allemagne de l'Ouest aujourd'hui. Et on a des scores qui peuvent être rassurants quand on regarde le centre, mais qui ne le sont moins quand on regarde la gauche, et en fait le poids que peut avoir l'AfD par rapport au reste du pays. Et puis je pense aussi que bien que Elon Musk a des bonnes qualités à bien des égards, des polémiques et des sorties qui ont pu être faites récemment ont fait peur à beaucoup d'Allemands, et notamment beaucoup d'Allemands issus des Pas sûr qu'il y ait eu un générations. effet négatif. Voilà, Mais par contre, ça, c'est un vrai sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. ouais, ouais, tout à fait. Et ça, je pense que voilà, les Américains n'ont pas vécu le nazisme comme l'ont vécu les gens en Europe. Et puis ça, voilà, les saluts nazis qui n'en étaient pas un d'ailleurs, mais qui ont été instrumentalisés comme des saluts nazis dans les médias, ont dû faire peur à une grande partie des Allemands. Donc tout ça pour dire que Oui, je suis pas tout à fait sûr parce qu'il y a quand même une progression de l'AfD. Je suis même pas sûr de oui, mais ça. est-ce que cette progression, mais la question c'est ça, c'est est-ce que cette progression, c'est une progression de la jeunesse ou est-ce que c'est une progression des plus âgés? Parce qu'on a vu qu'il y a eu des élections en 2022 ou 2023, il me semble, où justement l'âge de vote avait été baissé de 18 ans à 16 ans, parce que l'Allemagne se disait au moins on est tranquille, l'AfD n'a aucune chance de s'en sortir correctement, et les 16-18 ans ont voté majoritairement dans ces élections pour l'AfD. Ça montre bien quand même que la jeunesse, alors c'est une partie de la jeunesse, hein, ce n'est pas toute la jeunesse, hein, c'est une partie de la jeunesse qui, enfin c'est la majorité, oui. donc des 16-18 ans quand même, c'est pas négligeable, même si ça se trouve c'était des élections où le taux de participation était moindre, mais il y a une partie non négligeable de la jeunesse allemande qui sûrement vote pour l'AfD, et ça a sûrement fait peur peut-être à des, vous savez, à des générations un peu plus anciennes qui auraient voté AfD pour la sécurité, mais qui se retrouvent à se dire ah ça me fait peur un peu ces histoires avec Elon Musk, Ouais. etc. Alors après, Encore une fois, je c'est pas suis toute un peu l'explication, hein, en je différence. lance des Hein. Je suis pas pistes, tout à fait. voilà. Donc Ouais, je suis... Peut-être. si je devais ouais, bah, non. Si je devais conclure globalement, mais je dirais que l'Allemagne est dans une situation similaire, voire pire que la France, et que ce n'est pas par les élections démocratiques que l'Allemagne pourra un jour trouver son salut. Mais j'ai pas mal, je trouve que c'est intéressant ta conclusion, hein, des points de désaccord, et je parle surtout de ça parce que, bon, on a évidemment beaucoup de points d'accord, mais c'est amusant parce que vraiment, je pense que j'ai pas, mon analyse de l'Allemagne est quand même assez différente de la vôtre, j'ai l'impression, enfin, peut-être pas entièrement, hein, mais sur un certain nombre de points. Déjà, je pense qu'au contraire, c'est très intéressant de voir ce résultat électoral. Parce que l'Allemagne subit une vague d'attentats. Un. Deux, l'Allemagne a été sabotée par la guerre en Ukraine, puisque l'Allemagne dépendait énormément du gaz russe, et donc ils ont pris ils ont pris un rude coup à cause de ça. Et en passant, rappelons que Merkel avait fermé les centrales nucléaires, donc eux, l'électricité, ils la payent 2 ou 3 ou je sais combien de fois plus cher que nous. Hein. Donc ils sont quand même très embêtés. Ils sont dans une situation qui peut devenir très vite désastreuse, qui est déjà quand même, quand on regarde l'évolution de l'Allemagne, c'est un effondrement
très rapide depuis peu. Alors que l'Allemagne, je me rappelle d'avoir lu des ouvrages des années 2000-2010, on disait, bon, ben, l'Allemagne, contrairement à la France, c'est incroyable, la France décline, mais l'Allemagne, en 10 ans, en 20 ans après l'URSS, c'est extraordinaire, ça marche, ça marche. Et là, en quelques années, c'est l'effondrement total. Enfin, total, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est une dynamique très très En forte. 3-4 ans, en 3-4 ans, la chute est colossale. Oui, ça c'est vrai. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vrai. Et ça, c'est là où c'est intéressant. Volkswagen, Oui, BASF, énormément d'entreprises ont fermé, exactement. même les banques. Enfin, c'est impressionnant. D'ailleurs, mais c'est ça. Mais ce qui est intéressant quand tu regardes, le moteur de l'Allemagne, c'est les voitures. Parmi les usines, c'est pas les seuls, le seul moteur, mais un des grandes usines. On a dit que l'Allemagne tenait l'Europe, etc. Ben, notamment parce qu'ils avaient des voitures exportées partout. Tout le monde voulait une BM ou W ou une Volkswagen ou je ne sais quoi. Plus l'électroménager, machine à laver et la vaisselle. Voilà, exactement. C'est ça, oui, plus un certain nombre d'outils un peu technologiques. Donc, c'est l'usine, hein, c'est bien connu, l'Allemagne, c'est efficace là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a saboté ça? Bah, l'Union européenne, quand ils ont interdit les voitures thermiques en 35, horizon 35, il y a bien, s'il y a bien une chose qui va détruire l'industrie allemande, c'est ça. Allemande, pardon, c'est ça. Or, combien y a-t-il de députés hostiles à l'Allemagne? 152. Combien y a-t-il de députés hostiles à l'immigration? Aussi la l'UE, j'ai dit Allemagne, j'ai dit la l'UE, oui, pardon, excusez-moi. Je à veux l'UE, dire évidemment hostile à l'Union européenne, aussi à l'Union européenne, 152. Combien y a-t-il vague d'attentats sans précédent? Combien y a-t-il de députés hostiles à l'invasion barbare? 152. C'est-à-dire que, moi je veux dire, il y a quelque chose de plus intéressant, de plus profond. C'est est-ce que donc est-ce que le terrorisme ne marche pas? Et deux, est-ce que se remettre en question, il n'est pas trop cher pour ceux qui se sont trompés? Et en fait, je voyais, c'est quand vous avertissez des problèmes, la France, nous en France, par contre, les auteurs ont souvent bien dénoncé ça. Hein. Tout va très bien, Madame la Marquise, etc., etc. Le bouffon du roi qui finit par se faire pendre parce qu'il a annoncé à son roi il était cocu ou je ne sais quoi. Enfin, des histoires comme ça en France, tous les poètes en ont inventé. Il y en a plein. On en a des tas de variantes. Et quand on regarde, faites l'expérience, quand vous annoncez une situation qui n'est pas qui est mauvaise ou même catastrophique, mais quand on l'annonce, c'est parce que, quand bien même on peut, par exemple, nous avons pu la semaine dernière émettre une forme de pessimisme, si on dit que, ben oui, c'est un état de fait, il y a aujourd'hui 36 millions maximum de Français de souche, de Gaulois, grand maximum, donc peut-être moins de 30 millions. Eh ben, c'est triste, mais ça donne des perspectives de reconquête, ça donne des possibilités, ça donne des images. C'est un point de départ. Mais quand vous dénoncez quelque chose qui ne va pas, bien sûr, ça peut remettre des personnes en question. Je veux dire, typiquement, quand vous dénoncez le problème de l'immigration, ou dire, ben voilà, nous sommes nos gènes, comme on dirait au Parti national libéral. Donc nous sommes nos gènes, la génétique a une importance, le fonds européen, le fonds gaulois n'a pas été altéré jusqu'en 1900. Mais quand vous dites ça, vous portez un jugement politique éclairé, simple, efficace, pas forcément avec un jugement de valeur morale. Mais si vous dites ça à une femme qui s'est métissée, le jugement est plus difficile. Hein, et vous vous fermez des portes. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème de la démocratie, hein, c'est d'ailleurs de manière plus générale, c'est que, en théorie, quand on parle entre intellectuels, on peut entendre la critique. D'ailleurs, ça n'empêche pas, hein, j'ai vu beaucoup d'individus avec des certain nombre de prétentions se froisser et arrêter de se parler pour des vexations, franchement, d'un niveau maternel. Mais l'idée de la démocratie, c'est quand même qu'on puisse parler des problèmes et les résoudre ensemble. Mais on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe. Parler d'un problème dans une démocratie, c'est que ça vexe les personnes. Et donc celui qui a voté 10 fois pour l'immigration a dit, se sent remise en question quand vous dites oui, mais vous voyez, il y a des attentats quand même là. Et c'est rarement le fait de bouddhistes. Hein. C'est pas des martiens volants de l'espace qui viennent avec des couteaux. Hein. C'est pas des couteaux fous, c'est pas des voitures téléguidées, c'est pas des Mexicains préhistoriques résidus des Aztèques. Hein. Bon, vous pouvez prendre tous les exemples. Hein. Il y a quand même un petit dénominateur commun que je ne dirais pas. Mais... c'est les Turcs et les Syriens. Quel est le point commun? 80-90%. C'est ça. Mais quel est le point commun entre ces d'ailleurs? Alors les Turcs, il y en a 1 million en Allemagne. Faut savoir, hein. C'est quand même assez intéressant, surtout quand on sait que c'est 1 million doivent être surtout répartis en Allemagne de l'Ouest.
Ouais, même plus, je pense, parce que depuis les accords, faut savoir que l'alliance d'ailleurs turque commence, l'alliance germano-turque commence fondamentalement avec Abdülhamid II et Guillaume II, hein, d'ailleurs, hein, et ça se poursuit avec Mehmed V, donc avec la Première Guerre mondiale. Donc c'est beaucoup plus ancien, sachant que même les nazis n'avaient pas du tout remis en cause leur alliance avec la Turquie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les liens entre la France et la Turquie sont extrêmement Entre l'Allemagne et la entre Turquie. l'Allemagne et la Turquie. Très juste, tu as raison de me corriger. Entre l'Allemagne et la Turquie sont très importants. Pardon, je fais une parenthèse. Je précise d'ailleurs que cette alliance a été faite à la suite du torpillage de cette alliance par la France elle-même avec la conquête, comment dire, avec les conquêtes révolutionnaires, particulièrement en Égypte en 1799, mettant fin à l'alliance franco-turque issue depuis François Ier avec Soliman le Magnifique, peu importe. Et l'Allemagne a pris le relais. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs. Maintenant, Robin a raison, il y a des perspectives de reconquête en France, qu'il y a sans doute moins en Allemagne, mais en fait, on en arrive toujours là quand Robin parle de 150 députés allemands pour l'Allemagne et de 150 députés en France pour la France, et encore extrêmement socialisés malgré Ouais. leur nom, à savoir Rassemblement national. Faut quand même être sérieux. C'est-à-dire que même s'il reste 20, 30 ou 40 millions, enfin pas 40, mais allez, admettons qu'il reste 20, 25 ou 30 millions de Français en France, ou même 30 ou 40 millions d'Allemands en Allemagne. C'est sous-estimer le poids du décérébrage scolaire chez les jeunes générations. Voilà. Oui, je pense pas que nous on le, non, je pense pas que nous on le La néglige, hein, population, cher William, parce que non, nous, nous on le néglige pas. On le néglige pas parce que nous on vit dedans, mais on vit dedans, mais alors certains disent qu'en Allemagne c'est pire que nous avec la repentance due à la Seconde Guerre mondiale, machin, etc. Je sais pas. Et pour le coup, j'avoue, et il faut quand même avouer ses incompétences, je ne connais pas suffisamment l'Allemagne pour traiter de ces questions. Mais en France, du moins, la haine anti-française véhiculée dans les écoles et dans l'éducation nationale, elle est colossale. Et les petits bourgeois, d'ailleurs, Antoine t'en parlait très bien. Qui a-t-il à la France insoumise? C'est des petits blancs. C'est des petits blancs, issus de bonnes familles. Donc, je pense que pour les deux pays, il ne faut pas sous-estimer, même avec des possibilités de reconquête, il ne faut pas sous-estimer la destruction cérébrale orchestrée par les systèmes scolaires européens, particulièrement français. En Allemagne, ça doit être le cas aussi, mais peut-être dans une moindre mesure, mais du moins en France. Donc ça, faut quand même tabler là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a si peu de députés de l'Alternative für Deutschland ou du Rassemblement national qui sont dans les chambres des oui, députés. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça, des personnes qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui. Des personnes qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui. Bon, bah, elles étaient encore à l'école il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, le déboulonnage des cerveaux dans l'éducation nationale française, ça y oui, allait, hein. Il n'y avait pas de oui, problème, hein, ça y allait déjà. c'est intéressant. Donc, Il y a aussi du changement. donc, Il y a aussi, oui, donc voilà. c'est intéressant, mais il y a beaucoup de changements là-dessus parce que il y a dans les années 2000 où nous avons grandi, c'était même pas un sujet, quoi. Hein. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen faisait des résultats. Alors, je sais que certains, enfin toi, William, tu étais dans une famille où c'était pas un tabou, mais dans beaucoup de Non. familles, il y avait vraiment aucun, enfin, le RN, c'était un parti de vieux. Hein, pour le dire simplement, un parti de vieux con, il n'y avait même pas de débat. Hein. C'est comme ça que textuellement c'était affirmé. Je veux dire, d'ailleurs, là-dessus, la neutralité, moi je me rappelle d'instituteurs qui, à l'école, hein, invitaient quasiment textuellement leurs élèves à aller voter contre le Front National de l'époque. Enfin, bon, des instituteurs, hein, je rappelle, hein, avec Des écoles faisaient participer leur classe à la marche contre Jean-Marie Le Pen à la suite du voilà. premier tour de 2002. Hein. Oui, donc il y avait aujourd'hui, il y a eu un énorme changement parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que faut pas oublier quand même que c'est évident. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet très sensible, y compris en France. Et c'est vrai que là-dessus, par rapport au rapport à l'histoire, ça joue parce que l'Allemagne, évidemment, a la culpabilité du régime socialiste national du Troisième Reich. Ils sont coupables à vie, ils sont coupables à vie de Oui, ça. oui. De toute façon, ils sont coupables à vie. Mais Et de toute c'est façon, pas pour me déplaire d'ailleurs.
Ça va être simple, hein. Ça va être très simple. Ah, j'adore parce que je sais que tu lances des missiles à l'égard de Pal. Ouais, j'attendais Pal, je le voyais rédiger un message, je le sentais rédiger un message. Mais l'Allemagne, de toute façon, ça va être très simple, hein. Au bout d'un moment, quand on vit dans la repentance et dans la faute, etc., on peut mourir, hein. C'est une possibilité, on peut se suicider. Ou alors Ah, c'est ça. il faut se rétablir et faire. Ce qui est très drôle au passage, on voit très bien que la facilité des pays à se rétablir est très liée à ça. La Russie et les États-Unis se remettent très bien, c'est pas seulement parce que ce sont de grands pays. La Russie et les États-Unis ne se Tout sont à pas fait. compromis avec l'Allemagne du Troisième Reich. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que c'est quand même important de rappeler que la Seconde Guerre mondiale n'est pas, contrairement à ce qui est dit, une guerre idéologique à 100%. Il y a un aspect idéologique, Tout à fait. on voit bien que l'aspect idéologique Le est nationalisme est toujours là en 40, il n'y a pas de problème. voilà. Tout à fait. Et on voit très bien, d'ailleurs, le pacte germano-soviétique illustre, alors quand bien même c'est vrai que je taquine en rappelant que les deux sont des socialismes, il n'empêche qu'il y a une certaine divergence politique très forte, puisque Hitler combattait assez fermement les communistes chez lui, et ça n'a pas empêché Staline de s'allier avec lui. Et à l'inverse, il est quand même pas inutile de rappeler qu'à l'époque où les États-Unis sont devenus les grands libérateurs des minorités opprimées, il y avait encore la ségrégation aux États-Unis. Mhm. Ségrégation raciale, hein, les Noirs au fond du bus. Hein. Donc c'était pas les libérateurs des pauvres minorités opprimées, hein, les Américains les Tommy qui sont arrivés en Normandie. Donc, et c'est pourquoi s'il y a autant de soldats noirs chez les Américains, c'est parce que c'était de la chair à canon pas trop cher. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assez drôle. Et donc les États-Unis, eux, ils ont pas ce complexe-là. Ils se sont battus contre Hitler, donc ils sont tranquilles. Et en même temps, ils avaient déjà à l'époque ce côté un peu nationalisme décomplexé, un peu même racialisme décomplexé. Donc, on voit que c'est pas d'ailleurs, tout ça n'est pas lié à l'histoire réelle. Hein, c'est pas du tout de l'histoire réelle, c'est de la symbolique. C'est le jugement de la postérité. Comme les Américains sont les gentils contre les nazis, Tout à fait. eh bien, ils peuvent avoir mis les Noirs au fond des bus chez eux et avoir interdit ou avoir mis pendant encore 15 ans après la Seconde C'est Guerre ça. mondiale les Noirs dans un second rang, c'est pas grave, hein, ce sont les Non, c'est gentils. le récit, oui, tout Et à fait. donc, C'est ça. et pourquoi Poutine, pareil, peut refaire une sorte d'empire un peu tsariste, en essayant de faire la fusion entre l'URSS et le tsar, bon, ce qui est quand même un C'est peu ça. ambitieux, je pense que ça va sortir à certains problèmes à long terme. Mais pourquoi il peut le faire? Parce que Staline n'a pas été du côté d'Hitler. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est C'est que ça. comment reconfigurer en fait, l'ancien Reich, tout ce qui a été à un moment sous la domination du Troisième Reich. Hein, la France, l'Allemagne, tout ce qui est entre deux. Donc la Pologne n'a pas eu de problème, ils se sont tellement fait éclater qu'eux, ils ont une Oui, rancune particulière, on peut pas trop leur en vouloir, quoi. voilà. On peut pas leur en vouloir. Et au passage, comme par hasard, c'est c'est la Pologne qui a pris le plus cher de l'Allemagne, qui a pourtant le mieux, ou qui a fait partie des puissances européennes, qui ont le mieux, alors la puissance ouest européenne qui s'est le mieux conservée, puisque la Hongrie, c'est quand même très particulier, la Hongrie qui serait de l'Union européenne la plus puissante, mais c'est pas vraiment l'Europe de l'Ouest. La Pologne, on peut l'inclure Oui. dans l'Europe de l'Ouest, parce qu'ils sont des catholiques, parce qu'il y a une longue tradition avec Dans l'Occident, Alors oui et non. tu veux dire. La Pologne est justement oui, un petit la mode de Pologne est passage, justement oui. Enfin, il y a quand même une voilà longue. On est quand même dans un endroit le catholique historiquement. Alors, tu vas me dire la Hongrie aussi. Je ne sais pas quel est l'état exact de la Hongrie, mais la Hongrie, je crois C'est un même peu que les dans le Hongrois, sud. est-ce que c'est vraiment une langue indo-européenne, l'hongrois? Je suis même Ah pas non, sûr non, que c'est une langue c'est pas une langue indo-européenne. Non, pas indo-européenne. du tout, C'est une puisque langue non, non, finno-ugre. c'est pas une langue indo-européenne. C'est une Oui, langue donc on n'est pas tout à fait. Il y a quand même plus de finno-ugrique, différences par comme rapport à la Pologne. l'estonien et le finnois. Et alors, les Magyars, bon après on s'éloigne un peu du sujet, mais de toute façon on est sur la fin. Bon, Euh, pas tellement. les Magyars ont quand même un pourcentage assez significatif de sang mongoloïde. Et c'est ce qui, Oui. c'est ce qui en fait l'État, je trouve, parce que pour me poser la question de l'occidentalité de l'Europe, en tout cas, de où sont les frontières de l'Occident, l'État avec lequel j'ai le plus de mal, c'est la Hongrie. Parce que la Hongrie, d'un côté, ils ont quand même cette histoire très charnelle avec l'Occident, et de l'autre, ce sont pas totalement, ce sont les Occidentaux, mais ce sont les Occidentaux les moins Occidentaux. C'est très particulier la Hongrie quand même. Et puis, Mais oui, parce d'ailleurs, qu'ils sont issus la Hongrie. des Avars. Ils sont issus des Avars. C'est les Huns. Hein. C'est les Huns. Oui, Hein. oui, C'est les bien Huns. sûr, c'est Ils les sont uns. issus du peuple d'Attila. Hein. Oui, oui, C'est les Huns. Hein. Autrement dit, les Turco-Mongols en partie. Ouais. Mais en même temps, ils sont autant uns que, j'allais dire, les Normands sont vikings, non pas tout à fait, mais ils ont quand même un sang, un qui reste minoritaire, même Oui, s'ils oui, jouent un je pense peu pas qu'ils un ont. rôle Oui. que... Bon, et d'ailleurs, les Hongrois sont assez forts parce que
pour le coup, il y a une unité ethnique dans leur pays, mais il y a des Hongrois chez les autres, chez les voisins. Notamment en Roumanie, hein, les Hongrois se constituent beaucoup en Roumanie, qui pour le coup est un pays qui est plutôt, oui, slavo-romain. Euh, Oui. mais écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler, je Mais pense. c'est normal, c'est qu'à la suite. Vas-y, vas-y, C'est normal à dis-moi, la je suite de t'en la prie. Première Guerre mondiale, quand on a remodelé les frontières d'Autriche-Hongrie, la France a détruit l'empire d'Autriche-Hongrie et il faut savoir que la moitié du peuple hongrois a été écarté de la Hongrie. Ça, c'est Clémenceau qui a fait ça. Un enfoiré ce mec. Oui. Et donc avec des points positifs, mais un enfoiré quand même. Et donc c'est normal qu'on retrouve des points en Roumanie. C'est pour récompenser la Roumanie de son alliance avec nous. On a filé la moitié de l'ancien territoire hongrois à la Roumanie. Voilà, c'est tout. Écoute, Oui, d'ailleurs, est-ce que je C'est me pour ça. propose une réflexion sur la Pologne? Est-ce qu'on peut pas souhaiter que la Pologne annexa la Prusse, hein, pourquoi l'Allemagne de pas? l'Est? Pourquoi pas? A priori, Ce serait un beau retour. Ce serait un beau ouais, retour des choses et quelle belle revanche pour la Pologne. Je suis pour. Non, non, puis ça pourrait être non, pas mais mal, hein. surtout, il faut avoir un peu de compassion pour nos chers électeurs de l'AfD qui soient dans un Ouais, pays qui aille bah mieux, ouais, quoi. Ça serait carrément. quand même pas mal. Ou alors qu'ils soient indépendants et alliés à la Pologne, parce que Après, bon. c'est vrai c'est Tusk actuellement en Pologne, mais bon, au moins, le pays tient un peu mieux la route. Au passage, moi, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de triste pour l'Allemagne. Quand je me mets, je suis capable de compassion. Et l'Allemagne, pour moi, c'est un petit peu les malheurs de la vertu, quoi. Parce que l'Allemagne se fait sauter par l'URSS pendant 45 ans. Ils sortent, ils se disent super, on va rentrer dans un truc, ça va être l'Union européenne, l'Union de la liberté. Et en fait, il y a un autre URSS. C'est vraiment, il y a toujours un Soviet qui arrive qui fait, hey, salut Ouais. les Allemands, ça vous dit de vous faire sauter? Enfin, le pire, c'est la Pologne quand même. Hein. Eux, ils se sont fait manger par tout le monde. Hein. Oui, Mais la Pologne s'en sort Mais bien, comment hein, dire, enfin, c'est non, bon, toujours un l'Allemagne. pays de l'URSA. la De Pologne, l'URSS. politiquement, ça va, hein. Enfin, sauf si, bien sûr, là, Oui, ils ont un politiquement, ça président qui va. pourrit, Ils sont mais en termes de ils sont députés, dans l'URSE quand même, hein, ils d'ailleurs, subissent, hein, mais malgré tout, ouais. ça va un peu mieux. Et je pense qu'on aura du coup l'occasion de parler de ces sujets, notamment de Hmm. l'Occident et de l'avenir de l'Occident, dans notre prochaine émission. Il me semble que notre prochaine émission est sur la définition des Occidentaux, de l'Occident, etc. Donc ça Tout à sera un fait. sujet très passionnant qui sera la suite logique de nos discussions sur l'invasion migratoire, les élections allemandes. L'Allemagne est quand même le pays économiquement qui est le pilier de l'Europe occidentale, qui était, hein, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui l'a été, qui est symboliquement encore en tête de beaucoup de gens, le pays central. Donc écoutez, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés durant cette émission. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous serez en pleine forme pour le début du carême la semaine prochaine. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, d'exprimer vos points d'accord, vos points de désaccord en commentaire. Et puis, si vous n'avez rien à dire, n'hésitez pas à mettre même à mettre un commentaire. Ça va nous aider beaucoup pour le référencement. Des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Et puis, bah, portez-vous bien et ben, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ouais, que Dieu vous garde.